et bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Et cette fois, avec encore 40 degrés harassant, on va faire la première partie du bilan de juillet. Et il y a pas mal, comme vous avez pu voir dans la vignette, j'ai un peu de tout. J'ai du graphique, j'ai du manga, j'ai du roman, bref. Alors, on va commencer par celui que j'ai sous la main, qui est à l'envers, qui est donc le tome 5 de L'Enfant et le Maudit. J'aime vraiment beaucoup cette série. Elle est de mieux en mieux. J'ai l'impression qu'on va vers du tragique dans le tome 6. Ah là 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 là, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Le design, toujours aussi mignon. Je vous montre d'un petit peu loin, certes, mais c'est un tome 5. Ça va vous faire peut-être un spoil suivant là où je vais ouvrir. Et j'ai pas envie de vous gâcher la surprise si vous n'avez pas commencé cette série. Mais c'est toujours aussi mignon. Ce maudit qui est donc un être, on va dire, de l'extérieur, qui ne doit pas être touché, sans quoi on va être maudit, nous aussi. Et la petite fille qui vit avec, qui justement vient de l'intérieur apparemment, de là où les gens sont saints, ne sont pas maudits, et elle vit avec cette créature. On ne sait pas encore trop pourquoi, malgré le tome 5. On a des petits détails qui arrivent, des petits indices avec une histoire toujours aussi prenante, touchante, qui vraiment vire là sur le conte cruel. On le sent énormément dans ce tome-ci, avec une fin. Ah là là, la fin du tome 4, déjà, j'étais terriblement frustrée de ne pas avoir le 5, mais alors là, le 5, on sent que le début de l'action est là, ça y est, il y a les drames qui s'enclenchent, on a envie de savoir la suite, parce que c'est vraiment très prenant, une très jolie série, en 11 tomes, si je ne me trompe pas. Et moi, j'accroche vraiment beaucoup. C'est quelque chose auquel j'adhère à 100%. L'histoire, le graphisme, bref. Très hâte d'avoir le tome 6. On va rester dans le manga avec... Je l'ai fait tomber. Mais il revient, il est là. Le carnet de l'apothicaire. C'est les tomes 7 et 8. Et c'est toujours de Itsuki Nanao et de Neko Kurage. Itsuki étant au storyboard et Neko Kurage au dessin. Et c'est toujours chouette, c'est toujours aussi chouette. Déjà, les couvertures, est-ce qu'on en parle 5 minutes de ces beautés? Elles sont trop belles. Et j'ai envie de dire que c'est pareil pour les dessins, en fait. Tout est tellement bien orchestré, tout est parfaitement réfléchi, les mises en scène, les dessins, la mise en avant des personnages. Regardez la présentation de cette courtisane, par exemple. C'est incroyable. Moi, je suis toujours aussi fan donc, et du dessin et de l'histoire avec Mao Mao qui est toujours à la recherche de ses poisons, de ses petites histoires au sein de la cour impériale. On en apprend beaucoup plus sur son passé dans ces tomes-ci. Et on a envie d'aller toujours plus loin. Le tome 9 est sorti récemment, donc j'ai très hâte que ma médiathèque l'achète pour que je puisse l'emprunter parce que franchement, pour le moment, ce manga, c'est vraiment la découverte de cette année. C'est incroyablement beau, c'est frais, c'est addictif et j'aime beaucoup cette série. Et j'ai cru voir que les éditions Lumen, si je ne me trompe pas, allaient publier le roman de Les Carnets de l'Apothicaire qui va regrouper les 2 premiers tomes, si je ne me trompe pas. Alors je sais pas trop comment ça va se passer parce que normalement, si je ne me trompe pas, ce manga est déjà basé sur un roman. Alors est-ce que ça va être le roman originel qu'ils ont retraduit, on va dire, en français un peu plus moderne, ou est-ce que ça va être les 2 premiers tomes du manga qui ont été retranscrits en roman? Dans ces cas-là, dans ce sens-là, je comprends pas trop l'intérêt. Pour moi, ça aurait été mieux de remettre au goût du jour le roman originel. Mais j'attends de voir. Je suis curieuse et je pense que ma curiosité va faire que je vais vouloir lire le roman également. Donc, à voir ce que ça peut donner. Ça a l'air très sympa en tout cas, et les mangas déjà, moi je suis conquise. Alors je prends les livres comme ils me viennent, et là on est sur un roman. C'est L'île des âmes, c'est de Pier Giorgio Polizzi, je ne sais pas trop comment se prononce le X en sarde. Et c'est donc traduit de l'italien par Anatole Ponce-Remo, et c'est aux éditions Gallmeister. Vous pouvez pas savoir comme je suis contente, c'est le premier Gallmeister que je lis. Depuis le temps que je vois cette édition passer avec des romans qui ont l'air tous plus incroyables les uns que les autres, je savais pas par lequel commencer. Lui me faisait envie, mais je l'avais pas trouvé dans le commerce à côté de chez moi. Gallmeister était pas encore, on va dire, très présent sur le marché, et
Et comme les bibliothèques de chez moi sont assez récentes, elles n'avaient pas encore au catalogue toutes ces éditions. Et là, à la médiathèque, comme d'habitude, je l'ai trouvé. Et je suis trop contente parce que je voulais le lire. Et quelle belle découverte. Le point de vue objet, il est très beau. Moi, j'aime beaucoup la couverture, que je vous montre juste ici. D'ailleurs, je préfère cette couverture-ci à celle en version poche. Hop, grand format, je vous glisse la poche juste ici. Dites-moi laquelle vous préférez, mais moi, clairement, celle-ci, je l'adore. Même si la poche est très sympa aussi. C'est d'ailleurs les éditions Totem, qui sont la version poche de Gallmeister. J'aime beaucoup. Et le point de vue lisibilité, franchement, c'est très très lisible. Le papier est incroyablement fin. On voit quand même un peu par transparence la page de derrière. Mais il est très fluide, là, le grain du papier est très doux. Donc pour moi, la lecture a été super fluide. En plus, il est assez fluffy. Donc pas de risque, on va dire, de casser le dos ni rien. Donc parfait. Et quand même concernant le résumé, histoire que vous sachiez un peu de quoi parle l'île des âmes. Depuis plusieurs décennies, la Sardaigne est le théâtre de meurtres rituels sauvages. Enveloppés de silence, les corps des jeunes filles retrouvées sur les sites ancestraux de l'île n'ont jamais été réclamés. Lorsque les inspectrices Mara Raïs et Eva Klosse se trouvent mutées au département des crimes non élucidés de la police de Cagliari, l'ombre des disparus s'immisce dans leur quotidien. Bientôt, la découverte d'une nouvelle victime les place au centre d'une enquête qui a tout d'une malédiction. De fausses pistes en révélation, Eva et Mara sont confrontées aux pires atrocités, tandis que dans les montagnes de la Barbagia, une étrange famille de paysans semble détenir la clé de l'énigme. Ah, ce speech, il m'avait emballé dès les premières lignes. En Sardaigne, il n'y a pas beaucoup de livres, je trouve, qui se passent là-bas. Et franchement, j'étais très curieuse de voir ces meurtres rituels dans une Sardaigne sauvage, encore mystique, encore empreinte de toutes les anciennes légendes et tous les anciens mythes qu'il y avait dans les temps ancestraux. Oui, ça avait l'air incroyable. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu, on va dire, un petit peu de mal à rentrer dedans. Pas point de vue de l'écriture qui est très fluide, franchement l'auteur il a une plume qui se lit très bien. Mais point de vue qu'en fait il y a beaucoup de termes en sarde, et moi je ne parle que l'italien du continent en fait, je ne parle pas le sarde, et j'étais extrêmement agacée de ne pas comprendre ce qu'il disait. Il y a beaucoup de termes qui sont retranscrits en français à la suite, mais d'autres non, parce qu'on joue sur le fait que l'intonation de la personne, on sait que ça va être une insulte ou quelque chose de gentil ou quelque chose de mesquin. On joue beaucoup là-dessus avec un terme, ricana telle personne, ou tel terme avec répondit la personne avec un sourire perfide, ou répondit la personne en lui faisant un doigt d'honneur, bref. Il y a beaucoup de termes qui ne sont pas retranscrits en français, mais dont le sens est sous-entendu avec la suite de la phrase ou de la réplique. Et donc moi, en tant que traductrice, j'étais extrêmement frustrée de ne pas pouvoir comprendre cet italien des îles, ce sarde. Ah, j'étais terriblement frustrée, ça m'agaçait de ne pas comprendre, donc j'étais là, ah, je veux savoir ce qu'ils se disent. Mais passer cette frustration qui ne tient qu'à moi, hein, franchement, c'était incroyable. La descente aux enfers de ces femmes, de ces deux inspectrices dans ces meurtres rituels complètement hallucinants, très très bien écrit. C'était une très très jolie découverte. Mon premier Gallmeister est une réussite. J'ai très hâte de découvrir d'autres romans, soit de l'auteur, soit de la même maison d'édition, parce que franchement, très belle découverte. On est vraiment dans des crimes rituels assez glauques, certes, mais pas très non plus mis en avant comme dans un Franck Tillier où vraiment on va nous décrire le corps de bout en bout avec tous les sévices qu'il a subis. Là, on va nous le décrire, mais assez survolé quand même, parce que le crime rituel en lui-même est déjà assez sordide comme ça, sans en rajouter en plus des détails croustillants, on va dire. Donc, très bien décrit, avec une ambiance très mystique, avec plein de rebondissements, avec des passés de personnages très lourds qui refont surface, qui piétinent un peu sur l'enquête, qui font qu'ils ont tel ou tel comportement. C'était très très intéressant. L'auteur a une très jolie plume qui nous captive
qui nous captive et qui nous fait vraiment plonger au cœur de la Sardaigne avec ces crimes rituels particulièrement intéressants et voire flippants. Mais moi franchement je me suis régalée. Et je sais pas si vous l'avez lu, mais en tout cas moi je vous le recommande parce qu'il est génial et cette maison d'édition a l'air de publier des choses assez sympathiques. Moi j'ai très hâte d'en découvrir un autre maintenant. On change radicalement de registre avec un graphique qui s'appelle Rita sauvée des eaux. Je ne le connaissais absolument pas parce que je ne l'ai vu passer nulle part. Alors peut-être parce qu'il est un peu vieux et que moi je débarque, je ne sais pas. Mais en tout cas, Rita sauvée des eaux, c'est de Sophie Le Goubin-Copeil et de Alice Charbin. Et c'est publié aux éditions Delcourt. Et j'ai beaucoup aimé parce que tout le roman graphique est en style un petit peu crayonné comme ça, vous voyez, au crayon de couleur. Très original, très doux, très beau. Avec cette originalité du graphique que j'ai beaucoup aimé. Et pour ce qui est de l'histoire, en fait, on va suivre l'histoire de Sophie, l'héroïne qui est également l'autrice de cette œuvre, et Alice qui est son amie et qui est donc la dessinatrice. Et Sophie, elle adore voyager en Inde parce que depuis qu'elle est toute petite, ses parents l'ont emmenée dans ce pays, l'ont fait découvrir et elle a toujours aimé. Et l'Inde, elle y est particulièrement attachée avec des bons comme des mauvais souvenirs à cause de la mort de son père qui, en essayant de sauver une jeune femme qui ne savait pas nager, il a réussi à la sauver mais lui, il en est mort noyé. Donc elle a énormément de chagrin avec cette étape de sa vie, mais elle reste quand même profondément attachée à ce pays qu'est l'Inde. Et après toutes les années passées, elle voudrait retrouver cette jeune femme que son père a sauvée pour avoir de ses nouvelles et pour essayer de nouer un lien avec elle au travers de son histoire, au travers de son passé et avec ce pays, l'Inde, qu'elle aime tant. Et on va suivre donc le cheminement de cette femme à travers les époques, à travers la France et l'Inde, à travers les questionnements pour retrouver cette jeune femme, à travers les péripéties pour y arriver. Et c'était très beau, très touchant, avec ce côté donc de design crayonné ultra original et qui apporte une petite touche presque enfantine à ce récit qui pourtant est très poignant et très adulte. Et je me suis régalée parce que j'ai voyagé en Inde, qui est un pays que je ne connais absolument pas, mais j'ai voyagé là-bas, au pays des couleurs, au pays des épices, au pays des saris, et c'était tellement beau. L'histoire est touchante, elle est belle, elle est bien dessinée, elle est bien écrite. Donc c'était une très jolie aventure, et à la fin, elle a même glissé quelques souvenirs de ses voyages en Inde avec des vraies photos de paysages, de sa famille, de la fameuse jeune femme qu'elle essaye de retrouver. Très beau, très touchant et très dépaysant également. Et c'est dommage qu'on ne le voit pas plus circuler parce que franchement, moi je l'ai trouvé très très chouette. Donc Rita sauvée des eaux, une très jolie découverte, une fois de plus, faite grâce à ma médiathèque. Alors un autre graphique qui s'appelle Peau de 1000 bêtes, celui-ci. C'est de Stéphane Fert, je ne sais pas. Et c'est publié également aux éditions Delcourt. C'était pas fait exprès. Et là, on est vraiment dans le côté conte, j'ai envie de dire. Avec une jeune fille qui est sur la couverture, qui s'appelle Ronce, qui est fille d'une humaine et du roi Lucan, qui est un espèce de roi sorcier qui commande à la magie, aux animaux et aux insectes. Et le roi Lucan, un jour, va perdre sa femme, qui va décéder, parce qu'elle est humaine, donc elle est morte de vieillesse. Et lui, fou de chagrin, va envoyer sa fille, va bannir sa fille dans la forêt et l'entourer de 1000 bêtes pour la protéger parce que la voir elle, c'est revoir sa femme et il ne peut pas le supporter, donc il la bannit et il s'en débarrasse. Et ce roi Lucan, il cherche à se remarier, mais pour lui, il ne peut pas y avoir de personne plus belle que sa femme. Donc il a décidé qu'il ne se remarierait qu'avec une femme qui serait plus belle physiquement que son ancienne épouse. Et en regardant les photos des prétendantes, il va tomber sur la photo de sa propre fille, qu'il trouve magnifique et qu'il a décidé d'épouser. Sauf qu'elle, elle n'est pas tout à fait d'accord, vu que c'est son père, elle n'a pas envie d'épouser son père. Donc, elle va essayer de se défendre, mais lui, comme il est mage, il va l'envoûter avec une peau de 1000 bêtes, justement, que l'on voit sur la couverture. Et cette peau va maudire la jeune femme, elle est maudite, parce que chaque prétendant qui va vouloir s'approcher d'elle,
et ben la peau va faire que la femme va vouloir dévorer son prétendant. Et il n'y a que donc le roi qui pourrait enlever cette malédiction, parce que il n'y a que le roi qui a le droit d'épouser sa propre fille. Et c'est un conte particulier, avec on sent un espèce d'élan féministe derrière, avec cette jeune femme qui veut s'émanciper, qui veut partir du carcan des parents, qui veut partir à l'aventure, mais qui ne connaît rien parce qu'elle est prisonnière de cette forêt, et qui veut être forte, qui veut être libre, qui veut être rebelle, et qui est incroyablement badass aussi. Très jolie, avec un design un petit peu particulier, avec des proportions parfois assez étranges, et une colorisation, je sais pas, presque avec des pastels ou avec de la gouache, je sais pas trop, mais très particulière. C'était pas mal, avec tous ces animaux qui parlent, ces contes un petit peu cruels, avec des sorcières qui promettent de réaliser des vœux, avec des transformations, avec cette jeune femme qui est donc vouée à manger tous ses prétendants. Très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé, même si donc parfois c'était un petit peu étrange. C'était une drôle de découverte, mais une très jolie découverte, avec certaines planches mises en avant de manière très jolie et poétique. Moi j'ai beaucoup aimé. Une très jolie découverte, une fois de plus, grâce à ma médiathèque. Décidément, je vais devoir vous faire une vidéo que sur ma médiathèque à force, parce que tous les livres que je trouve chouettes viennent de là-bas pour la plupart. Et je vais terminer ce premier update lecture avec 2 BD qui sont les 2 premiers tomes de Gagner la guerre. Hop, je les montre juste ici. Le premier et le second tome. Alors, Gagner la guerre, c'est de Jeunet et Jaworski. C'est publié aux éditions Le Lombard et c'est tiré du roman du même nom, Gagner la guerre. Roman que je vous montre juste ici parce que je l'avais et je le trouvais trop bien. Un bon petit pavé, hein, on est d'accord. Donc de Jean-Philippe Jaworski. Gagner la guerre, c'est de la science-fiction et c'est super balèze, super génial. Je me suis régalée dans la lecture rien que du roman. Alors quand j'ai vu qu'il l'avait adapté en BD, j'ai foncé dessus. Je voulais vraiment voir quelle adaptation de ce livre si riche, si fourni, si compliqué à mettre en œuvre. Comment ils avaient réussi à le mettre en BD en fait. J'étais super curieuse. Et franchement, j'ai pas été déçue. Il n'y a que 2 tomes, c'est là ma déception. Je veux la suite. Mais vu la taille du livre, je sais pas combien ils vont réussir à faire 2 tomes derrière, mais ça promet d'être une très grande saga. Et déjà, la couverture du premier tome, j'essaye de me mettre pour pas que vous ayez les reflets, mais c'est assez compliqué, donc elle est trop belle. Et la première double page, c'est une carte incroyablement chouette aussi. Avec des mises en scène superbes, regardez rien que la présentation de la ville. Moi je suis fan, le design est trop beau, l'histoire faite donc de Jaworski, incroyable. Moi je me suis régalée, c'est super. Je vous fais un petit close-up mais que du tome 1 pour pas vous spoiler. Et c'est donc super cool. Et pour le résumer, ça nous dit « Gagner une guerre, c'est bien joli, mais quand il faut partager le butin entre les vainqueurs et quand il s'agit de nobles pourris d'orgueil et d'ambition, on en vient à regretter les bonnes vieilles batailles rangées et les tueries codifiées selon l'art militaire. Pour rafler la mise, c'est désormais au sein de la famille qu'on sort les couteaux. Et il se trouve que les couteaux, justement, c'est plutôt mon rayon. » C'est le héros, Don Benvenuto, qui nous raconte son histoire. Une histoire très complexe, avec énormément d'enjeux politiques, avec beaucoup de complots, avec des stratégies militaires, avec donc la guerre à gagner. Mais qui dit gagner une guerre, ça dit d'avoir énormément de coups d'avance. Donc pour ça, il va y avoir tout ce qui est enjeux militaires, enjeux politiques, enjeux religieux, enjeux financiers, bref, tous les enjeux que vous voulez. Et on les retrouve donc au sein de ces 2 premiers tomes de manière vraiment magistrale. Point de vue mise en scène, c'est super beau, la colorisation est très belle également, et l'histoire est pour moi aussi prenante que dans le roman. Roman qui est, donc comme je vous le disais, un bon petit pavé, avec une mise en place, avec une mise en page qui était assez costaud, il faut s'accrocher, parce qu'il fait quand même presque 1000 pages le coco, donc adapté en BD, bon chance, hein, comme dirait Liam Neeson. Franchement, c'est incroyable, moi je me régale. J'ai très hâte d'avoir le 3e tome. Il est peut-être pas à mettre entre toutes les mains parce que c'est vraiment de la SF adulte, avec des meurtres, avec de la trahison, avec
le personnage qui se fait passer à tabac, c'était avec des descriptions très visuelles, et donc là en BD on le voit se faire tabasser. Il y a quand même des scènes de sexe assez explicites également, vu qu'il traîne assez souvent dans le monde des courtisanes. Donc quelque chose d'assez adulte, mais quelque chose de tellement prenant. Moi j'ai vraiment adoré, et je suis en admiration devant la couverture de ce premier tome, c'est trop trop beau. Et franchement, j'ai tellement hâte maintenant d'avoir le tome 3, parce que je suis à fond dedans, parce que je revois les pages du tome du roman que je lisais il y a quelques années et que j'avais adoré. Et l'écriture de Jean-Philippe Jaworski est très visuelle déjà en roman. Alors là, pouvoir mettre un visage sur le héros Don Benvenuto, pour pouvoir voir en vrai la ville de Ciudalia, voir les batailles, les trahisons, les bagarres, c'est génial. Franchement, franchement c'est génial, moi je me régale. Si vous connaissez pas le roman, je vous le conseille également, mais préparez-vous parce qu'il va pas se lire en une journée. Et si vous trouvez que c'est peut-être un peu gros pour commencer, eh bien lancez-vous dans la BD qui est quand même extrêmement bien faite, je trouve. Certes, elle est toujours beaucoup plus survolée qu'un roman, c'est tout à fait normal, mais pour le début, moi je trouve que ça colle plutôt bien. On est vraiment dans l'ambiance, on est dans l'expectative d'une suite qui va être sanglante, qui va être remplie de combats, qui va être remplie également de tout ce qui va être des trahisons, des complots. Il va y avoir tous les enjeux financiers derrière, toutes les batailles, tous les revirements de situation. Ah, c'est très beau. Franchement, c'est super chouette. Complexe parce qu'il y a beaucoup d'enjeux politiques dedans, mais extrêmement bien pensé, très bien fait et très bien mis en œuvre dans cette BD. Franchement, je pense que je suis pas loin du coup de cœur parce que je suis sous le charme. J'ai vraiment adoré et ça me rappelle vraiment tout le roman que je pouvais voir à travers moi, ma propre vision dans ma tête. Ça y est, elle est là, elle est en vrai et je suis comblée, c'est génial. Et j'en ai terminé donc pour cette première partie du bilan lecture du mois de juillet. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, je me suis régalée à lire tout ça. J'ai extrêmement chaud, par contre, je n'ai qu'une hâte, c'est d'aller m'attacher les cheveux parce qu'il fait 40 degrés dehors, c'est insupportable. Mais bref, n'hésitez pas comme d'habitude à utiliser la section des commentaires pour qu'on puisse discuter ensemble de tous ces livres. Et sur ce, moi je vais clore cette vidéo ici. J'espère donc qu'elle vous a plu. Et je vous souhaite d'excellentes prochaines nouvelles lectures. Et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!